Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Henri Cochard. Souvenir d'un Français libre. Avec Charles de Gaulle, de Londres aux Alpes en passant par El Alamein. Ma famille paternelle est originaire du Bugey, bien que je sois moi-même né le 24 avril 1923 à Cholet, mon grand-père étant notaire à Belley. Je dois beaucoup à mon père, Henri Cochard, né en 1873 et devenu médecin militaire, homme véritablement exceptionnel. Il avait eu la douleur de perdre 2 garçons tout enfants, et était déjà âgé de 50 ans quand je suis né. Il me parlait peu, mais chacun de ses propos m'a marqué. En particulier 2 de ses conseils m'ont frappé et servi. Le premier, dans ton activité professionnelle, imite le perroquet, il ne lâche jamais un barreau sans en tenir au moins 2. Le second, dans la vie tu auras besoin de 3 sous, pas 2 ce n'est pas assez, pas 4 c'est trop. 1 pour ta nourriture, 1 pour ton logement et 1 pour l'amusement et les économies. Dès que tes enfants seront majeurs, partage les biens que tu auras reçus et acquis. Car c'est à 21 ans que les enfants ont besoin d'être aidés, et c'est quand ils te quittent que tu n'as plus besoin de superflu. De plus, si tu ne le fais pas quand ils ont 21 ans, tu ne le feras pas après. C'est exactement ainsi que mon épouse et moi avons procédé pour nos 3 garçons. Et puis je lui serai toujours reconnaissant du fait qu'il m'ait accordé autant d'attention et d'affection qu'à mon frère aîné, brillant Saint-Cyrien, lui. Il est mort en 1944 à 1945, en Indochine où il combattait les Japonais, alors que je peinais tant dans mes études. En effet, malgré une totale bonne volonté, je ne réussissais pas sur le plan scolaire. J'avais beau travailler, les résultats demeuraient insuffisants. Je me souviens qu'un jour mon père m'a dit à ce sujet, et c'est le seul mot un peu sévère qu'il ait jamais prononcé à mon égard, « Ne me fais pas croire que tu n'es pas intelligent ». Cette difficulté à réussir sur le plan scolaire, qui préoccupait mon père, m'a également très tôt inquiété, dès l'âge de 10 ou 11 ans et même durant toute ma vie. Je savais que je n'étais pas sot, et mon père m'avait enseigné que chaque être est unique. J'ai compris année après année qu'il avait raison, tellement mon environnement était diversifié à l'extrême. Des grands, des moyens, des petits. J'ai constaté d'ailleurs qu'il y avait un nombre trop élevé de grands stupides, et pas assez de grands capables de neutraliser ces grands stupides. J'avais le sentiment que certes, je ne possédais pas suffisamment de capacité intellectuelle d'abstraction, principalement de mémoire, pour suivre des études longues, mais doté de bon sens, j'ai toujours voulu agir au maximum de mes possibilités. Mes échecs m'indiquaient mes limites momentanées mais ils ne m'ont jamais découragé. Pourtant j'ai connu beaucoup d'échecs. Je me suis présenté sans succès au baccalauréat en juillet 1943 à Alger, en septembre 1945 à Paris et en juillet 1950 à Phnom Penh. J'ai suivi les cours par correspondance de l'école des cadres en 1960 et 1961. Je me suis présenté à la capacité en droit en 1964, 1965 et 1966. J'ai la joie depuis 1995 d'être auditeur libre, donc de ne plus être confronté à l'échec. Je suis les cours de l'Université du 3e Age à Jussieu, à l'École de médecine et à l'Institut catholique de Paris. J'assiste régulièrement à des conférences de haut niveau, entre autres celles de la Cité des Sciences, de la Sorbonne, du Palais de la Découverte, de l'Université de tous les Savoirs. 4 fois sur 5, j'en sors émerveillé. Je suis cependant étonné que tous ces professeurs et chercheurs expliquent de mieux en mieux comment ça marche, alors que la vraie question est pourquoi ça marche. Échouant sur le plan intellectuel, je me suis aussi demandé dès 12 ans si j'étais adroit manuellement. Je me suis dit que si j'étais né dans une famille ouvrière, je serais apprenti. C'est pourquoi, pendant les vacances chez mon grand-père maternel, je passais toutes mes matinées chez le menuisier, le maréchal Ferrand et le mécanicien, et ils furent tous 3 très gentils avec moi, n'hésitant pas à me confier des travaux à accomplir. Hélas, ce fut un désastre, sauf peut-être en mécanique où je réussis à 13 ans à roder des sièges de soupape, ce qui est une opération ultra simple. Le maréchal Ferrand, lui, n'accepta si je voulais revenir dans sa forge que de me confier le maniement du soufflet. Quant au menuisier, vieil artisan de plus de 60 ans, rusé, malin, adroit, connaissant tout du bois et des gens de la commune, il me confia un jour qu'il était désolé mais qu'il ne pouvait plus perdre son temps avec moi pour rien. Je dois dire qu'il m'avait montré et permis de fabriquer des dizaines et des dizaines de fois une mortaise et un tenon.
En 1985 à 1986, retraité et résident à Nantes, avant de partir à Paris, j'avais espéré que les ans m'auraient rendu moins mauvais travailleur manuel. J'avais une dizaine de fauteuils et de chaises à rénover et j'ai fait le tour des menuisiers et ébénistes nantais pour qu'ils m'acceptent comme apprenti. Tous ont refusé, sous prétexte qu'ils ne pouvaient pas m'assurer contre les accidents du travail. Heureusement, les Compagnons du Devoir, magnifique association, m'ont admis dans leur cours du soir qui de 20 à 23 heures préparait au CAP. L'ambiance de dévouement était très sympathique mais l'exigence de progrès telle qu'à la fin de deuxième trimestre les compagnons m'indiquèrent qu'il leur était impossible de me présenter au pré-CAP. Ainsi à 63 ans, je n'avais fait aucun progrès. J'ai beaucoup aimé ma mère, si gentille et si douce, et je dois également beaucoup à son père, Isidore Joran, né en 1851, personnage étonnant, extrêmement bon, fantaisiste, médecin et propriétaire terrien à Hervaux. C'est dans ce village, et avec mon grand-père maternel que j'ai passé les plus belles heures de mon enfance. Nous y allions en effet durant toutes les vacances, à Noël, à Pâques, en été. Il nous emmenait souvent, ma sœur, mon frère et moi, dans sa voiture à cheval, faire ses tournées dans les fermes où nous nous sentions libres de jouer, de courir, de tout regarder. Plus tard, il nous a aussi promenés dans sa voiture automobile, la première qui ait roulé sur les routes du canton, un véhicule singulier. Il avait en effet acheté un châssis et un moteur de Dion à Bordeaux, et construit et installé sa propre carrosserie tout en bois, mais l'ensemble se révéla trop lourd, et pour certaines côtes, il devait faire appel aux cultivateurs voisins pour qu'ils attellent 2 bœufs à sa voiture qui roulait surtout dans les descentes. Pendant l'année scolaire, j'étais élève au lycée, à Poitiers, jusqu'à l'âge de 12 ans, puis à Tours, jusqu'à l'âge de 17 ans, lorsqu'en juin 1940 je suis parti pour Londres. À 12 ou 13 ans, mes parents m'ont permis d'être scout, et cette expérience a beaucoup compté. Elle a été l'apprentissage de la vie collective, de la bonne action quotidienne, du don. Pour le garçon que j'étais, qui souffrait sur les bancs du lycée et que seule sa propre générosité faisait aimer, la vie chez les scouts a été l'occasion d'un véritable épanouissement. Je retrouverai cette atmosphère singulière de compagnonnage et de partage au sein de la France libre où je serai sous les ordres de supérieurs à peine plus âgés que moi et aussi de 2 vrais chefs, De Gaulle, le grand Charles, et Leclerc, le patron. Notre famille avait peu d'argent, mais mon père tenait à ce qu'une fois par mois au moins, nous allions tous ensemble au cinéma. C'est donc dans une salle de cinéma, en 1935 à 1936, que j'ai commencé à l'âge de 13 ans de comprendre ce qu'était le nazisme. J'ai vu aux Actualités Pâté, les chemises noires brisant les vitrines et pillant les magasins des commerçants juifs de Berlin. J'ai su très vite que Hitler préparait une guerre visant à imposer sa dictature à l'Europe. Sur ce point aussi mon père m'a éclairé. Un jour de 1937, il est entré dans la chambre où je faisais mes devoirs et m'a tendu un livre en me disant « Tiens, lis ce livre, il t'intéressera et pourra t'être utile. » C'était Mein Kampf. Je l'ai lu et malgré mes 14 ans, je l'ai tout de suite jugé. Le texte était mal écrit et il donnait l'impression de folie, mais il montrait clairement que la catastrophe était possible et qu'elle approchait. Hélas, les démocraties ne faisaient rien, et je commençais à me demander pourquoi l'élite était si incapable. En 1937 toujours, mon père m'a permis de faire durant l'été un voyage en Hollande pour que je puisse participer avec les scouts de France, au Jean Boré. C'était un beau cadeau de sa part, car les frais de transport et de séjour étaient assez élevés. Je suis donc parti dans un train d'adolescents tous plus grands et forts que moi. J'étais en effet petit de taille car je n'ai grandi qu'à 18 ans en Angleterre. Nous avons traversé la Belgique. En Hollande, l'accueil a été très chaleureux, dans ce camp enthousiaste où nous chantions autour de grands feux, rencontrant des garçons venus du monde entier et animés par un même idéal, ce que je devais revivre plus tard au sein de la France libre. Baden-Powell y a refusé la participation des jeunesses hitlériennes car elles étaient l'émanation d'un parti politique et dangereuse. À la fin de l'été 1938, il y a eu Munich. J'ai été stupéfait. Je voyais, aux Actualités Pâté, Chamberlain acclamé. En France, je constatais que la plupart des gens disaient ouvertement leur soulagement. Je me sentais tout petit et faible avec mes 15 ans, et plus je me sentais faible, plus je me disais « Il faut se défendre, ne pas se laisser écraser comme des rats. Il va y avoir la guerre, il faut se battre. » Durant toute l'année scolaire 1938 à 1939, j'y ai pensé sans cesse,
et j'ai eu l'impression que nos chefs, comme mes camarades de classe, ne voulaient pas voir la vérité, hormis 3 ou 4 lycéens soit croix de feu, soit communistes. Lors de la rentrée scolaire 1939, les cours ont repris au lycée de Tours. La guerre était bien là avec ses exercices de défense passive, avec les départs vers un front où l'on ne se battait pas encore. En mai 1940, la foudre est tombée. J'étais en classe de première, et je devais passer la première partie du baccalauréat. Les Allemands sont arrivés en Touraine le 12 ou le 13 juin. Le proviseur a fermé le lycée, et le 10, je suis allé à Hervaux où mes parents avaient une maison à côté de celle de mon grand-père. Je me raccrochais encore à l'espoir qu'une résistance s'organiserait sur la Loire, car on disait que cela avait été le cas à Saumur. Soudain, mon existence a basculé. Le 17 juin 1940, à 12h30, je suis seul dans la maison familiale, mon père et ma mère étant restés à Tours, obéissant aux ordres officiels qui viennent d'interdire tout nouvel exode. J'écoute à la TSF le discours prononcé par Pétain, investi le matin même président du Conseil. Je suis stupéfait à chaque phrase. Je fais don de ma personne. Pourquoi cette affirmation dénuée de sens sauf si on met sa vie en jeu? Quand on est un chef et qu'on s'est trompé, on donne sa vie en se faisant tuer et non en acceptant que son peuple soit réduit en esclavage. Je me remémorerai cette phrase quand nos imbéciles d'amiraux, plus anti-anglais qu'anti-nazis, sans penser à la France, s'aborderont notre flotte à Toulon. Eux aussi feront don de leur personne, en se gardant bien de sauter avec leur bateau. C'est le cœur serré que je demande l'arrêt des combats. Comment? Sans négocier, alors que beaucoup de braves luttent toujours. J'ai beau n'avoir que 17 ans, je suis bouleversé, mais hélas, je ne suis pas au bout de mes peines. J'ai demandé au chancelier Hitler de traiter dans l'honneur entre soldats. Comment oser parler d'honneur entre soldats avec un caporal, certes génial dans la cruauté mais voyou sanguinaire qui a emprisonné, torturé, fait mourir des milliers d'opposants allemands? Sa manière est connue. Élu régulièrement, il a nommé, dans la semaine même de son accession à la tête de l'Allemagne, un Gauleiter par province avec tout pouvoir de gracier. Très vite, la Gestapo a cassé par plaisir tout jugement légal, puis a menacé policiers et juges qui, en quelques semaines, se sont soumis ou ont disparu. Comment oser parler d'honneur avec un dément qui met à feu et à sang l'Europe depuis la Pologne jusqu'à Tours? Pétain n'est plus qu'un pauvre vieillard. Soit il n'a plus sa raison, soit il est devenu fasciste. Auparavant, il a mal préparé notre armée afin qu'elle soit vaincue et que nous soyons livrés au peuple seigneur qui prétend dominer l'Europe. Je suis abasourdi et malheureux. Mon unique consolation est d'être seul. J'ai toujours aimé la forêt, les beaux sous-bois, silencieux de paroles mais bruissants de vie. Pendant des heures, durant 3 jours, je vais me réfugier dans la forêt voisine. Les échos que je reçois du village sont trop tristes. Je suis affligé d'être seul à penser à me battre. Le 20 juin, tandis que le soir tombe, j'écoute à nouveau la radio et j'entends l'extraordinaire discours du Premier ministre anglais, Winston Churchill, s'adressant en français au peuple de France. Nous continuons la lutte. Nous nous battrons rue après rue, maison après maison, jusqu'au dernier souffle. Les démocraties vaincront, et Hitler sera pendu. Je pense immédiatement que je dois partir en Angleterre pour qu'on m'y prête une arme, mais je sais que mon père déteste les Anglais depuis Jeanne d'Arc, Waterloo, Fashoda. Je comprends ses sentiments. Pourtant quel autre choix ai-je alors que les Russes se sont alliés aux Allemands, que les Américains ne bougent pas et que l'Allemagne nazie vient de nous submerger en attendant de nous détruire? Dans ces circonstances, les Anglais m'apparaissent comme nos seuls alliés effectifs. Mais m'accepteront-ils dans leur armée, alors que nous venons de renier notre parole? Je n'hésite pas car ils sont ma seule chance d'être un homme propre. Il est 21h, depuis 3 jours je n'ai pas vu ma sœur et je me rends chez elle. Je vais partir en Angleterre demain matin. Peux-tu me prêter 100 francs car je n'ai rien? Surtout, ne dis rien aux parents pendant 1 semaine et parle-leur seulement si je ne suis pas revenu dans 8 jours. Explique-leur bien pourquoi je suis parti. Ma sœur me voit si décidée qu'elle n'essaie même pas de me retenir. Elle me prête gentiment l'argent que je lui demande et que je ne changerai que lors de mon arrivée en Angleterre. Le 21 juin, à 6h du matin, je pars donc, sur le vélo confort, équipé de pneus ballons qui m'a été offert par mon père. Il fait très beau. Malgré une crevaison, vite réparée, je pédale toute la journée sous le soleil. À 9h du soir, j'arrive à La Rochelle, d'où je pense m'embarquer,
mais qui est déjà occupé par les Allemands. À l'entrée du port, une automitrailleuse et 4 ou 5 soldats allemands, assez calmes, barrent la voie. Je m'avance, mais les cris qui me sont lancés me convainquent de ne pas insister. Je fais le tour par une autre rue et me glisse jusqu'au port. Des bateaux de pêche sont amarrés. Je m'approche, demandant si l'un d'entre eux part en Angleterre. On me répond par la négative, on me rit au nez. J'obtiens cependant une première réponse positive. Nous partons à minuit pour le Canada car l'Angleterre va être envahie. Puis une seconde. À 1h nous partons en Angleterre mais nous ne pouvons pas nous encombrer de ton vélo, essaie de le vendre sur le port. Je réponds d'accord, à 1h, je vais vendre mon vélo. Je parcours les bars du port. Les gens boivent, plaisantent, rassurés par la signature de l'armistice. Personne ne veut de mon vélo. Tu es un gamin, qu'est-ce que tu veux aller faire en Angleterre? La guerre est finie, retourne chez toi. Ou bien, ce vélo tu l'as volé, on n'en veut pas. Les heures passent et je n'arrive à rien. À minuit, découragé, je retourne voir mes marins. Je n'ai pas pu vendre mon vélo, puis-je le prendre avec moi? D'accord mon? Le bateau sur lequel je suis embarqué est un petit thonier de 8 à 10 mètres avec moteur et voile, conduit par des marins polonais qui ont fui Danzig à la fin de l'été 1939, et qui ne veulent pas tomber aux mains des Allemands. Ils ont donc décidé dans un premier temps de partir en Angleterre. Par la suite, craignant un débarquement allemand en Grande-Bretagne, ils repartiront vers le Canada et couleront lors de la traversée. Pour l'heure, le bateau lève l'ancre. C'est la première fois que je vois la mer, elle est très calme et je n'ai pas du tout peur, d'autant que le temps est beau. Je ne commence de n'être préoccupé qu'au bout de 3 ou 4 jours. Nous avons en effet d'abord navigué à moteur, puis, faute de carburant, il a fallu utiliser les voiles. À l'évidence, les marins polonais, habitués à la Baltique, se sentent peu à l'aise en haute mer. Ils ont beau me dire de ne pas m'inquiéter, je suis de moins en moins rassuré. La nourriture manque et nous ne mangeons plus que des oranges. Le 6e jour, je repère sur la droite une côte rocheuse, c'est peut-être la Bretagne, disent-ils. J'ai le sentiment qu'ils ne se rendent pas bien compte de la gravité de la situation. En moi-même, je pense que si les côtes que nous voyons sont celles de la Bretagne, il nous sera difficile d'expliquer aux Allemands que nous revenons de 5 jours de pêche. Heureusement, très tôt, une vedette du contrôle côtier anglais s'approche pour nous inspecter et nous conduit à Barry, petit port proche de Cardiff. Quelle chance que la côte rocheuse ait été celle de Cornouailles. Si nous ne l'avions pas aperçue, nous serions allés en direction du Groenland, or je n'ai qu'un chandail et mon vélo. Des policiers anglais viennent nous accueillir. Ils conduisent les marins polonais à la capitainerie du port, et moi au poste de police. Je demande par geste aux policiers l'autorisation de garder avec moi mon vélo. Avec beaucoup de difficultés, il accepte. J'attends des heures seul avec mon vélo, dans une petite pièce. Il faut dire que ce poste de police est submergé par la présence de nombreux étrangers de toutes nationalités, venant principalement de bateaux de la marine marchande. Le soir, un policier vient me chercher pour m'emmener en train, mais il refuse que je prenne mon vélo avec moi et ne veut pas davantage me donner un reçu attestant que je le laisse sur place. Je comprends bien qu'un vélo nous gênera dans l'immédiat, mais j'ai besoin d'un reçu pour pouvoir me renseigner ensuite sur ce qu'il est advenu de mon précieux bien. Va-t-il être réquisitionné? Je n'aurai pas de chance avec mon vélo. Dès le lendemain de la victoire, j'écrirai au roi pour que me soit rendu mon vélo. Conscient de l'importance de l'effort de guerre accompli par le peuple anglais, je ne demanderai pas que mon vélo me soit rendu dans l'état où il était en juin 1940. La correspondance durera des années. Un jour, un service administratif anglais me suggérera que pour mener à bien ma requête, je dois prendre un avocat, j'abandonnerai alors mes démarches. Donc le soir nous partons en train, le policier et moi. Nous sommes seuls dans le compartiment, les vitres sont noircies pour le camouflage. Nous voyageons toute la nuit. Le matin, le policier me confie à ses collègues d'un centre de détention, en réalité une école aménagée pour le contrôle des étrangers arrivés en Grande-Bretagne. Ce n'est qu'à ma libération que j'apprendrai que je suis dans la banlieue de Londres. Pendant 3 ou 4 jours, des policiers m'interrogent en français, car je ne parle pas du tout anglais, ayant seulement étudié l'allemand au lycée de Tours. Ils examinent ma carte de lycéen puisque je n'ai pas de carte d'identité et me donnent 2 repas quotidiens. Assez rapidement, et j'en suis étonné,
Les policiers ont dû recevoir une réponse des services secrets britanniques en France. Le jeune Henri Écochard, né en 1923, élève au lycée de Tours, est bien domicilié à Hervaux d'où il s'est absenté depuis peu. Les policiers me déclarent que je suis libre et que je peux, si je le souhaite, repartir en France, avec les quelques 100 000 Français réfugiés en Angleterre mais qui s'apprêtent à retourner chez eux, en vertu de l'accord qui a été conclu entre le gouvernement anglais et celui de Vichy. Bien entendu, je refuse d'être rapatrié et demande à être engagé dans l'armée britannique. Je suis alors conduit à un poste de police où un sergent anglais me dit « Pourquoi voulez-vous entrer dans l'armée britannique alors qu'un général français organise ici même une force française de combat ?» Je suis soulagé. Je ne serai pas soldat anglais et mon père ne sera pas irrité contre moi. Je suis en Angleterre et je vais pouvoir rejoindre une force armée française. Le sergent me remet, soigneusement rédigé sur un papier, l'adresse de l'Olympia Hall. Je m'y rends à pied, demandant mon chemin en montrant aux passants mon petit papier. Vers le 4 juillet, j'arrive à l'Olympia Hall dans l'après-midi, et immédiatement j'ai chaud au cœur, pour la première fois depuis que j'ai quitté Hervaux, voici 2 semaines. Dans un immense hangar dont les 3 niveaux communiquent par des plans inclinés, je retrouve un millier de jeunes gens. Une ambiance extraordinaire règne. On chante, on parle, les gradés sont peu nombreux et presque aussi jeunes que nous. Au rez-de-chaussée, 500 hommes de la Légion étrangère. Au premier étage, l'infanterie et l'aviation, au deuxième, la marine. Je me rends au premier étage, où mes camarades et moi sommes encadrés par quelques officiers volontaires revenus de Norvège. Me voici donc installé à l'Olympia Hall, nourri de portions militaires anglaises, dormant sur une paillasse, aux côtés de garçons semblables à moi. Nous vivons dans un agréable désordre, allant, venant, attendant surtout. Le 5 juillet, nous voyons arriver un général, immense, qui regarde tout du haut de sa tête élevée. « Messieurs, vous êtes venus ici, vous n'avez fait que votre devoir, mais vous avez bien choisi, la guerre est gagnée. Vous allez beaucoup voyager. Au revoir, messieurs. » Nous sommes stupéfaits, et quand le général de Gaulle sort, nous nous demandons s'il a voulu nous rassurer par son propos ou s'il pense effectivement ce qu'il vient de nous dire. Un sergent établit une liste et je m'approche de lui. Il examine ma carte de lycéen et me dit « Vous avez 17 ans, vous êtes trop jeune pour signer un engagement. On va vous mettre dans une école de cadets, où vous ferez des études jusqu'à ce que vous ayez atteint vos 18 ans. Prenez votre paillasse et installez-vous dans cet autre secteur. » Je m'exécute et m'installe là où on me l'a indiqué. À cet emplacement précisément, un autre sergent rédige lui aussi une liste. Je n'hésite pas. Je prends ma carte de lycéen et transforme en 2 le dernier chiffre de ma date de naissance, non d'ailleurs sans avoir fait une énorme tache d'encre. Je présente ma carte au sous-officier. « Qu'est-ce que c'est que ce chiffre sous cette tache ?» me dit-il. Je réponds sans sourciller. « Vous voyez bien, c'est 1922. » « Ah bon ? Vous pouvez vous engager. » Durant 2 journées, je passe différentes visites de sélection, et je signe un premier engagement. En réalité, l'engagement officiel de volontaire de la France libre sera seulement signé le 13 septembre avec effet au 1er juillet 1940. Le 7 ou 8 juillet, nous partons pour Aldershot, un camp militaire que les Canadiens ont jusqu'alors utilisé. Une nouvelle sélection est faite, et je suis installé dans un baraquement avec une trentaine de volontaires pour l'aviation. Hélas, 2 jours après, arrive un lieutenant français qui nous dit « Le général de Gaulle n'a pas d'argent pour financer votre formation. Quant aux Anglais, ils ne recrutent que des pilotes confirmés et anglophones. Le général de Gaulle vous demande donc de vous engager dans l'infanterie. » Nous comprenons qu'il est inutile d'insister. Je ne suis d'ailleurs même pas déçu car mon instinct d'adaptation et ma volonté de combattre sont très forts. Il y a en effet en nous tous la même aspiration. Nous battre jusqu'à la mort contre les Allemands qui ont envahi notre pays, nous faire tuer proprement mais auparavant tuer le maximum d'ennemis, ne pas accepter d'être écrasés sans nous battre. Cette volonté de ne pas céder nourrit les liens personnels qui se créent très vite. Je suis dans la même chambrée que Michel Carrage qui prépare l'ESSEC. Et que Jacques Bourdis qui prépare Saint-Cyr. Il y a aussi Daniel Cordier, tellement courtois, sensible, spirituel et qui partage généreusement avec autrui ses ressources financières. Il est bien déjà l'être cultivé et artiste qui deviendra l'homme de confiance de Jean Moulin, puis le collectionneur d'art contemporain et enfin l'historien de la Résistance et l'écrivain.
Je suis également avec Yves Guéna qui prépare l'ENS, et chez qui les qualités intellectuelles remarquables n'altèrent en rien la simplicité mais donnent une assurance sympathique et agréable. Pourquoi d'ailleurs, suis-je le seul lycéen dans cette chambre d'étudiants? Je ne l'ai jamais su. Nous portons des battle dress anglais auxquels sont cousus des écussons France, et nous arborons fièrement le béret des chasseurs alpins. En 2 ou 3 jours, nous apprenons à marcher au pas, à nous mettre au garde à vous, respecter les distances, manier le fusil. Au matin du 14 juillet 1940, notre premier bataillon de chasseurs alpins part en train pour Londres, fin prêt pour la première cérémonie de la France libre. Sous les applaudissements de la population londonienne, nous défilons, ainsi que la Légion étrangère et la marine. Nous avions été inspectés, le 11 ou le 12 juillet, à Aldershot, par le général de Gaulle, accompagné par le roi George VI, et nous retrouvons notre chef le 14 juillet. Il est plus loin de nous, mais il nous donne la même impression de dignité, de force, ce mélange de hauteur et de simplicité. Après la cérémonie, nous parcourons Londres puis regagnons Aldershot où nous restons jusqu'en fin août, occupés par diverses manœuvres et par la constitution des bataillons, en réalité par la préparation de l'expédition de Dakar. En effet, au mois de septembre, la moitié d'entre nous part pour Dakar. En ce qui me concerne, je pars pour Camberley, mais ce que j'entends dire alors de l'affrontement de Dakar ne m'affecte pas, et les vichistes, là comme plus tard en Syrie ou en Afrique du Nord, m'apparaissent seuls responsables des pertes humaines par leur aveuglement et leur cynisme. Dans le Surrey, à Camberley plus précisément à partir de septembre 1940, nous faisons des exercices d'infanterie de façon intensive, marche, assaut nocturne, essai de matériel. Nous nous préparons, tout comme nos collègues britanniques, à lutter contre les parachutistes que l'Allemagne larguera sur l'Angleterre avant le débarquement de l'armée allemande. Nous apprenons à tirer sur des mannequins accrochés à des arbres. On nous recommande de ne pas gaspiller les munitions et d'attaquer les parachutistes allemands soit à l'arme automatique juste avant qu'ils ne touchent le sol, soit au poignard ou à la baïonnette quand arrivés à terre, ils se détacheront de leur parachute. Les Anglais, eux, s'attendent en effet à une lutte à mort. D'un côté, donc, l'industrie accomplit un effort considérable pour construire les Spitfire qui permettront de protéger l'espace aérien anglais puis d'affaiblir l'aviation allemande. D'un autre côté, la défense terrestre se prépare, par exemple en enlevant tous les poteaux indicateurs et en prévoyant le versement de fioul enflammé dans les ports anglais lors de l'arrivée de la flotte allemande. Enfin, la marine achemine, au prix de sacrifices humains incessants, les armements venus des USA, le ravitaillement fourni par l'Empire et le pétrole, désormais nerfs de la guerre. Le peuple britannique, lui, que ce soit celui des villes ou celui des campagnes, est uni dans une même tension patriotique, et le gouvernement prévoit, en cas d'invasion totale du territoire, de se replier au Canada afin d'y poursuivre le combat, adossé à l'Empire. Cependant, les mieux informés d'entre nous savent aussi, hélas, qu'une fraction certes minoritaire de l'aristocratie et de la bourgeoisie anglaise, par goût pour les régimes autoritaires, a suivi avec une sympathie certaine l'ascension de Mussolini, celle de Hitler puis celle de Franco. En Angleterre, Winston Churchill a dû faire interdire un parti pro-allemand, car quelques aventuriers seraient prêts, en cas de défaite face à l'Allemagne, à constituer un gouvernement semblable à celui qui vient de s'installer à Vichy. C'est donc animé par la volonté de combattre jusqu'à notre propre mort, ou jusqu'à l'écrasement de l'ennemi que nous nous entraînons à Camberley, durant l'automne 1940. En début décembre, De Gaulle rentre d'Afrique et vient inspecter notre bataillon de chasseurs composé de 500 volontaires bien préparés et que notre commandant Paul Huchet, chasseur alpin revenant de Norvège, veut tout bonnement emmener au combat. Or, comme le grand Charles, a un besoin colossal de cadres et de spécialistes pour former les forces françaises libres, le 15 décembre 1940, il dissout le bataillon et ordonne la formation d'officiers, de sous-officiers et spécialistes. Il revient d'ailleurs réveillonner avec nous, le soir de Noël 1940. Tous mes camarades de chambrée deviennent élèves officiers. Moi-même, je deviens spécialiste moto-auto-chenille, petit char revenant de Norvège. Les spécialistes moto sont au nombre de 40 environ, et ils sont logés dans 2 chambrées voisines. Ce sont tous des Bretons, apprentis, ouvriers et artisans de premier ordre, principalement ceux qui viennent de l'arsenal de Brest et qui ont été sélectionnés comme étant les plus qualifiés de la Bretagne entière. Ils m'adoptent.
Je les ai connus déjà au sein du bataillon, mais ici nous devenons amis pour toujours. Ils sont simples, vifs et intelligents, ils sont généreux et partagent tous les paquets qu'ils reçoivent. Ils m'apprennent le coup de boule brestois, pour que je puisse me défendre dans les bars contre les English. Ma vie quotidienne est presque uniquement tournée vers le travail, car pour un jeune combattant de la France libre, il n'y a pas de différence entre jours ouvrables et jours fériés, sinon que le dimanche matin il assiste à la messe. Je réussis alors, grâce à la Croix-Rouge, à adresser à mes parents un premier message de 25 mots, signé d'un pseudonyme. 6 mois plus tard, je recevrai de mon père une réponse qui me procurera une grande joie. « Suis fier de toi. » Parfois, je vais au cinéma ou je consomme un fish and chips dans un pub. Londres et ses tentations sont trop onéreux pour moi. Quand j'avais quitté en juin 1940 la cellule familiale, je n'avais bien entendu pas de vie sentimentale, et je n'en ai pas davantage aujourd'hui en Angleterre. La sexualité du jeune homme que je suis est comme mise entre parenthèses durant ces années d'intense entraînement. Mes seules débauches consistent en virer dans les bars de la ville la plus voisine de notre camp, et en matchs de foot ou de hockey avec les élèves officiers de la toute proche école de Sandhurst, alors l'équivalent de notre Saint-Cyr. D'ailleurs ma solde ne me permet guère d'écart. Tout au plus M' offre-t-elle mon dentifrice, quelques chopes de bière et mon paquet de Craven à quotidien. En janvier et février 1941, nous commençons de trouver que l'attente du combat devient pesante. On est venu ici pour se battre, qu'est-ce qu'on fait ? Discrètement, le BCRA de la France libre et les services spéciaux anglais viennent recruter parmi nous. C'est à ce moment que Daniel Cordier et plusieurs autres nous quittent, et bien sûr nous ne savons pas ce qu'ils deviennent. Lors de son départ, j'avoue à Daniel Cordier que je ne suis pas son exemple parce que je ne suis pas téméraire pour 2 raisons. D'abord par esprit d'obéissance à mon père qui un jour nous avait dit à mon frère et à moi, « Faites toujours votre devoir et soyez courageux mais jamais téméraire. » Et puis parce que me connaissant je sens bien qu'au combat je me conduirai correctement, estimant mes chances égales à celles de l'adversaire tandis qu'agent clandestin il me serait difficile de surmonter ma peur, ayant besoin de ne pas être seul. Je reste donc avec les autres, les conducteurs de moto, et nous devenons première classe, moniteurs apprenant à conduire à tous les élèves officiers et sous-officiers. En effet, comme la France libre est une grande famille pauvre, le grand Charles préfère nommer provisoirement un premier classe faisant fonction de sergent plutôt que de le nommer directement sergent. En début 1941, nous sommes d'ailleurs désignés pour partir tous en Afrique équatoriale. Les 3/4 sont rapidement promus officiers et partent au Fezzan rejoindre Leclerc. Ils seront l'âme des FFL dans la 2e DB, ainsi que les 500 chasseurs qui seront dispersés et constitueront également l'âme des FFL dans toutes les unités. Quelle joie pour moi d'avoir jeune de tels camarades. Quelle chance aussi d'avoir des chefs hors du commun, Charles de Gaulle et Philippe Leclerc. Quel malheur que la France n'ait de vrais chefs qu'exceptionnellement. Le grand Charles aura une jolie phrase pour évoquer cette situation. La Providence a créé la France pour des succès achevés ou des malheurs exemplaires. Vers le milieu de l'année 1941, je pars donc, avec tout un groupe, pour l'Afrique équatoriale française. Nous embarquons à Liverpool, escortés par des bateaux de guerre, avançons en zigzag puis gagnons le large afin de naviguer dans les eaux territoriales des USA pour nous protéger des sous-marins allemands. Ces précautions ne sont pas inutiles. 3 bâtiments sur 6 sont coulés au cours du voyage. Nous accostons à Pointe-Noire. Nous venons d'ailleurs d'apprendre une grande nouvelle. Le pacte germano-soviétique est rompu et les divisions allemandes sont entrées en territoire russe. Même si l'avance hitlérienne est foudroyante dans un premier temps, nous pressentons que le dictateur allemand éprouvera bientôt le sort réservé à tous ceux qui ont prétendu envahir la Russie. Nous avons le sentiment que la guerre a atteint une sorte de tournant. Désormais, nous ne nous battrons plus pour tuer avant d'être tués mais pour gagner, et les sacrifices du peuple russe seront pour beaucoup dans la victoire. Nous partons en train, depuis Pointe-Noire, pour retrouver nos camarades déjà arrivés à Brazzaville. Nous sommes heureux d'être en territoire gaulliste, et puis les indigènes parlent français et sont très accueillants. Nous nous lions avec de nouveaux camarades de combat, africains eux. La soudure prend bien avec l'ancienne armée d'armistice récemment ralliée à la France libre. Nos officiers savent se montrer d'autant plus libéraux qu'à la vérité nous ne sommes pas tous très disciplinés. À Brazzaville, nous devenons instructeurs d'infanterie pour les recrues africaines engagées, ou plus exactement désignées par les chefs de village.
En ce qui me concerne, je dois former 30 Africains. Je leur apprends principalement la langue française et le tir au fusil. Mais je réponds aussi à leurs interrogations relatives aux bons blancs, les gaullistes, aux blancs moins gentils, les vichistes, aux blancs dangereux, les Allemands, et même aux blancs esclaves, les Arabes. Bientôt rejoints par 18 Français libres venus d'Angleterre et 2 Français d'Afrique équatoriale engagés volontaires, nous sommes désignés pour suivre les cours d'instruction d'élèves officiers, et nous commençons notre formation. Mais, en septembre 1941, alors que les Anglais viennent d'aider le retour en France des militaires vichistes, l'état-major de la France libre demande des renforts pour la Syrie. Pour partir, nous acceptons de renoncer à notre formation et à la promotion qui doit la suivre. Nous reprenons le train qui conduit à Pointe-Noire où nous embarquons. Comme il n'est pas question de passer par la Méditerranée, nous longeons les côtes africaines par le sud et tombons en panne au Cap où nous faisons la fête. À cette occasion, nous prenons conscience du fait que les Sud-Africains aiment peu les Anglais. Nous remontons dans un train pour Durban, et traversons les paysages magnifiques de l'extrême sud du continent. Une nouvelle panne nous retarde, près de Kimberley, dans un village fondé par des Huguenots français et peuplé par leurs descendants. À Durban, nous rembarquons sur un bateau pour Suède où nous partons en camion jusqu'à Tel Aviv. Nous arrivons enfin au Liban en train. En octobre 1941, à Damas, nous sommes intégrés à un régiment de spahis équipé d'automitrailleuses. Nous sommes heureux et impatients de nous battre, même avec ce matériel ancien. Nous patrouillons tout d'abord pendant quelques semaines en Syrie pour affirmer la présence de la France libre. Mais à Damas, nous vivons un incident tragique. Alors que nous avons été bien accueillis dans la ville et que nous entretenons d'excellents rapports avec les Syriens et avec nos camarades africains, nous ne nous doutons pas que quelques leaders arabes pro-nazis invitent chez eux, lors de soirées, nos camarades africains pour leur offrir le thé et les convaincre que nous sommes des méchants blancs et que nous voulons les emmener au combat pour les livrer à d'autres méchants blancs. Ainsi un matin, la vieille caserne turque de Damas se rebelle et nos camarades africains nous tirent dessus, nous les encerclons par le menton et les désarmons. L'affaire fait 2 morts de notre côté, un officier et le sous-officier qui est à ma gauche dans la camionnette que je conduis. À cette occasion, nous prenons conscience de la complexité de l'actuelle guerre en France, dans notre empire et dans le monde. Cette complexité ne nous inquiète pas, parce que nous sommes commandés par le grand Charles, droit et clairvoyant, et que notre but est net. Pas de repos tant qu'Hitler ne sera pas pendu et l'Europe libérée. Cependant je plains les Français qui obéissent sans comprendre, à de soi-disant chefs qui livrent la patrie et l'empire aux dictateurs nazis allemands et japonais. Je rencontrerai après la guerre un saint syrien, lieutenant de Dens, le représentant de Vichy en Syrie, et je lui demanderai s'il s'est bien rendu compte qu'en nous tirant alors dessus, il retardait la libération de la France. Il me répondra qu'il n'a jamais pensé à cela. Mais pour comprendre l'attitude de nos camarades africains, il faut essayer de comparer l'Europe à l'Afrique. L'Europe, pendant 2000 ans, a guerroyé et a été envahie depuis ses plaines, ses ports et ses fleuves, alors que l'Afrique a été durant 2 millénaires protégée au nord par le désert et sur tous ses rivages par un mer sans port ni fleuve. Les Africains ont connu les Français depuis une centaine d'années, et heureusement, ils ont pu faire confiance à nos instituteurs, nos médecins et nos administrateurs. En 1939 à 1945, ils ne cherchent pas à comprendre toutes nos manières. Par exemple, le premier avion vu par un Africain n'est pas perçu comme mystérieux ou enviable, c'est manière blanc. Cependant, quand nos camarades africains participent à notre guerre européenne si destructrice et à nos guerres fratricides, à Dakar, au Gabon et en Syrie puis au Maroc en novembre 1942, il faut que leur confiance soit encore plus solide que la nôtre, à nous Français libres, pour ne pas vaciller. Nous devons donc, devant les événements que nous venons de vivre à Damas, nous montrer dans l'immédiat, compréhensifs à l'égard de nos camarades africains, et dans l'avenir, les aider à accéder à la souveraineté et à l'indépendance, car les Blancs n'ont plus de leçons à donner à l'Afrique. J'y reviendrai à propos de mon séjour en Algérie en 1943-1944. L'affaire de Damas est d'autant plus explicable que nos camarades africains, en Syrie, ont pu observer le jeu de la perfide Albion, et la double trahison de Dens, l'homme de Pétain qui a voulu livrer le protectorat et ses habitants à la dictature nazie. Pour sauver la situation, il faut la trempe du grand Charles,
qui garde le cap et fait fermement comprendre au gouverneur anglais qu'il ne doit plus s'immiscer dans l'administration du Liban et de la Syrie, sous peine de compromettre gravement les relations franco-anglaises. De Gaulle explique ainsi à Churchill que s'il réussissait à chasser la France du Moyen-Orient, il chasserait pour un siècle l'Europe de cette partie du monde. Par ailleurs, il montre à Staline que la France libre dispose de 5000 excellents jeunes soldats que les Anglais ne veulent pas armer mais qui pourraient éventuellement aider le peuple russe dans le Caucase. Churchill comprend la leçon. Il nous équipe en bon matériel et nous réserve une place éminente en Libye. Le grand Charles, enfin, poursuit son projet de front de l'Est. Ce sera l'escadre Normandie-Niemen où de nombreux pilotes français perdront la vie mais dont le souvenir est si vivace dans le cœur des Russes. En janvier 1942, nous partons donc enfin pour combattre en Libye et Tunisie, où la guerre durera jusqu'en mai 1943. Je participe ainsi pour la première fois à de véritables combats. Étrange guerre que celle du désert, qui aurait parfois l'apparence d'une chasse ou d'une sorte de sport, si elle n'entraînait hélas la conséquence tragique que constitue la mort de dizaines de milliers d'hommes. Nous manœuvrons dans les étendues de sable, de pierre ou de terre aride, sur des centaines de kilomètres. Il s'agit d'abord de déceler la présence ennemie, puis de bien mesurer si ses forces sont inférieures ou supérieures aux nôtres, pour attaquer ou reculer. Les Italiens sont beaucoup moins bien armés que les Allemands qui, eux, sont animés d'une sorte de fanatisme. Ainsi, lorsque le sous-lieutenant Boger conduit, à un camp de prisonniers, 5 camions de soldats allemands, ceux-ci incendient un des véhicules qui les transportent, au risque d'être atteints par les flammes ou fusillés sur place. Henri Boger, par son autorité, évite un massacre mais donne l'ordre de mettre à poil les prisonniers jusqu'à la fin du voyage. Pour ma part, tantôt je suis tireur dans une automitrailleuse équipée d'un canon de 25 mm, tantôt je suis agent de liaison en moto puis dans une des premières jeeps livrées par les Américains. Les Allemands, eux, utilisent un matériel très performant, supérieur même durant les tout premiers mois à celui des Anglais, et sont très bien formés, terriblement pugnaces. Cependant, au fur et à mesure que le temps passe, nous voyons arriver des garçons allemands très jeunes et beaucoup moins expérimentés. J'ai l'occasion en effet de voir de près de jeunes prisonniers que je suis chargé de désarmer et dont j'examine les livrets militaires ou les dossiers individuels qui mentionnent toutes les pathologies de chaque soldat et même les jours de fréquentation de telle maison close de France. Je découvre ainsi Q'. Un de mes prisonniers, presque un enfant, né en 1924, a passé 1 heure 3 mois auparavant dans une maison close de Nantes. Durant cette période de chasse meurtrière, je vis dans le désert, dormant la nuit sous mon automitrailleuse. À partir du 22 octobre 1942, je participe à la bataille d'Al Alamein. J'assure les liaisons. Le danger est pressant. Il me faut prendre beaucoup de précautions contre les tirs et attendre que la compagnie du génie ait à travers les champs de mines, ouverts et balisés des passages signalés par des rubans de tissu blanc. Ainsi, un matin, très pressé, malgré ma vigilance, je m'engage dans un champ de mine avec ma Jeep. Comme je pense que le champ est bientôt fini, je m'apprête à descendre pour fouiller le sol devant moi, mais soudain l'artillerie allemande se met à tirer. Grâce à Dieu, ces obus font sauter les mines et m'ouvrent un passage. Je suis complètement sourd, projeté sur le sol par le souffle. Ma Jeep semble intacte mais je ne sais pas si le moteur est toujours en marche. Je rampe sous le véhicule et je vois le ventilateur tourner. Sauvé, je monte, j'accélère et rejoins notre position. Après quelques jours, les Allemands sont contraints de reculer, principalement faute de carburant et de munitions. Heureusement, car si les Anglais avaient été battus, ils auraient été fraîchement accueillis dans tout le Proche-Orient, au Caire où certains leaders égyptiens entretiennent des contacts avec les agents allemands, ou à Jérusalem dont le mufti a été invité par Hitler en 1937 à Nuremberg. Je pars ensuite en Tunisie, de janvier 1943 à la mi-mai, à la poursuite des Allemands qui se replient dans le nord de la Libye et de la Tunisie, et où la marine anglaise, au Cap Bon, bloque le départ de 200 000 Allemands qui sont faits prisonniers et emmenés aux USA par des bateaux américains. La stratégie est bien celle du mouvement, avec des affrontements très importants sur la ligne Marette en mars et à Zarouane en mai. Cependant, le 15 mai 1943, alors que Giraud est à Tunis, tous les combattants de la France libre sont expulsés de Tunisie vers la Libye par les Anglais à la demande des vichistes. C'est un coup très rude pour notre morale. Nous voici donc à nouveau en Tripolitaine. Le 28 mai 1943, je pars avec mes camarades en camion
de Tripoli à Alger où nous arrivons le 30 mai, et où à partir du 1er juin, nous sommes affectés à la garde personnelle du général de Gaulle, dans sa résidence de la Villa des Oliviers. Je suis donc dans l'entourage immédiat de ce chef que j'admire tant, que j'ai approché en Angleterre, à Brazzaville, à Damas, au Caire. Je le vois tous les matins partir vers 9h et revenir parfois tard le soir. Il est alors très isolé face aux alliés avec lesquels les divergences, souvent grandes, tournent en ce moment au conflit ouvert. Des bruits alarmants circulent. Vers le 5 ou 6 juin, on dit que Eisenhower veut le faire arrêter et que des vichistes cherchent à l'assassiner. Nous devons donc garder sa résidence très sérieusement, la grenade à la main. Heureusement, la situation évolue. De Paris arrive le message du Conseil national de la résistance présidé par Jean Moulin, assurant de Gaulle de sa totale confiance et affirmant l'autorité politique de Gaulle sur le commandement militaire de Giraud. En Afrique du Nord, 5000 soldats et marins quittent le parti de Giraud pour se placer sous l'autorité de Gaulle. À Alger même, beaucoup d'Européens et la quasi-totalité des musulmans acclament de Gaulle lors de ses apparitions publiques. Nous voyons jour après jour, venir à la Villa des Oliviers quelques-uns des chefs militaires français les plus célèbres, les uns éminents comme le général Leclerc, héros exceptionnel qui ne craint pas de serrer la main aux hommes de troupe ou aux sous-officiers que nous sommes, ou comme le général Catroux, ambigu au Liban et à Alger mais qui a su avec ses 5 étoiles se ranger sous l'autorité de Gaulle. D'autres chefs nous frappent moins. Delattre et Juin ne sont pas de chez nous. Giraud est pour nous l'instrument des Américains, celui qui dévalue le franc par rapport au dollar. C'est le 23 juin 1943 qu'a lieu un événement personnel, qui marque mon séjour en Algérie. Le matin, de Gaulle se promène dans une allée. De mon côté, effectuant mon service, je marche non loin de lui. Il entend mes pas sur le gravier, me regarde et me dit « Bonjour Écochard, tout va bien ?» Je suis un peu étonné que le général, qui m'a interrogé une fois au Caire l'année précédente, se souvienne de mon nom, mais j'ai 20 ans, je l'admire, et je ne me pose pas de questions. Oui, mon général, je vous remercie, tout va bien. Mais nous sommes ici 20 élèves officiers depuis 1941. À Brazzaville, on nous a demandé de suspendre notre cours d'instruction pour aller en renfort en Syrie et nous avons bien sûr accepté. En ce moment, l'école de Cherchel recrute 100 élèves officiers chaque mois. Accepteriez-vous de nous permettre de reprendre notre cours ? Bien, Écochard. Demain matin, donnez-moi la liste de vos 20 camarades. Au revoir, Écochard. Merci, mon général. Au revoir. Le général monte dans sa voiture et je regagne mon poste. Quelques instants plus tard, le capitaine Geoffroy de Courcelles, sous les ordres de qui j'ai déjà servi en Libye, et qui est à nouveau l'aide de camp du général, vient jusqu'à ma baraque de garde et m'interpelle. Enfin, Écochard, vous êtes cinglé. Vous importunez le général alors qu'il a de gros problèmes. Mais mon capitaine, moi aussi j'ai des problèmes. Je remets le lendemain ma liste au général, et 3 jours plus tard, les 20 camarades sont promus directement aspirants. Je ressens intensément la chance qui est la nôtre d'être sous les ordres d'un tel chef, qui, critiqué vivement par les Alliés, assailli de toutes parts, tenant seul à bout de bras la France envers et contre tous, s'intéresse cependant au sort de 20 petits soldats insignifiants. Mieux encore, après la guerre, je verrai une note de service du général de Gaulle au colonel Billotte, datée du 16 août 1943 et indiquant « On ne m'a pas encore présenté les promotions d'Écochard et des autres spahis lésés comme élèves aspirants. » Ainsi de Gaulle, dans une des périodes difficiles de sa vie, a toujours le souci de vérifier qu'un de ses ordres, d'une importance dérisoire dans la situation actuelle, mais capitale pour quelques jeunes gens, est bien exécuté. Je cours en ville m'acheter une tenue d'officier. Quelques jours plus tard, avec mes camarades, je suis affecté à un centre de transit militaire à proximité d'Alger durant près de 3 mois. En octobre 1943, je rejoins comme élève pilote d'avion d'observation, près d'Oran, une école équipée par les Américains pour le pilotage de pick-up. En effet, les Américains munissent les futures divisions qui devront débarquer en Europe de 10 avions d'observation pilotés par des sous-officiers ou officiers de l'armée de terre. Pendant ma formation de pilote, qui me laisse beaucoup de temps, j'ai l'occasion d'explorer l'Oranais puis l'Algérie tout entière. En juin 1943, à Alger, une famille de patriotes très sympathiques m'accueille de façon particulièrement chaleureuse. Je la rencontre souvent jusqu'en début août 1944.
La maîtresse de maison, Madame Borgeot, veuve avec 2 grands-enfants et conseillère municipale dans une petite localité, Intémouche. Comme je suis d'un naturel curieux, je lui demande l'autorisation de l'accompagner à des réunions du conseil et elle l'accorde avec gentillesse. J'apprends alors avec étonnement l'existence des 2 collèges d'électeurs, un collège musulman et un collège européen, avec pour conséquence le même nombre d'élus pour chaque collège bien que l'Algérie compte alors 8 millions de musulmans et 1 million d'Européens. On m'indique que depuis longtemps, la citoyenneté française est offerte à tous, mais que les musulmans ne veulent pas y accéder parce qu'il leur faudrait renoncer au droit coranique qui est incompatible avec le droit français. Je pense alors que si, dans les faits, l'assimilation est irréalisable, la solution de l'indépendance est la seule possible. Or je me batte moi-même depuis 3 ans pour vaincre des envahisseurs et rétablir la liberté dans mon pays. J'ai traversé l'Afrique qui sera un jour libre. Je viens de connaître la Syrie et le Liban devenus récemment souverains. Si à la fin de la guerre, nous voulons empêcher l'Algérie ou une autre colonie d'être libre alors que telle sera sa volonté, non seulement nous ne serons pas logiques avec nous-mêmes, mais nous nous comporterons comme des imbéciles. Aussi, en mai 1958, alors que la France sera au bord de la guerre civile, que les caisses de l'État auront été vidées par les fantoches de la 4e République et que notre politique étrangère sera aux ordres de l'Amérique, je serai profondément heureux que le grand Charles revienne au pouvoir. À Alger, son discours esquissera la solution. Les premières phrases « Je vous ai compris »,« Je sais ce qui s'est passé ici » constitueront seulement une introduction, mais les suivantes montreront nettement la voie à suivre. À partir de ce jour, il n'y a plus qu'une seule catégorie de citoyens en Algérie. Avec ses représentants élus, nous ferons le reste. La suppression du 2e collège ne peut que conduire à l'Algérie algérienne. Après la période de formation, et désormais pilote breveté, je demande à rejoindre la 2e DB mais elle est déjà fournie de ses 10 pilotes. La 1er DFL m'accepte, au moment où s'achève la campagne d'Italie. Je la rejoins donc pour participer au débarquement de Provence. Très rapidement, nous remontons la vallée du Rhône. La division fait des incursions dans les départements riverains libérés par les FFI et contribue au rétablissement de l'autorité officielle. Les combats deviennent sérieux en Haute-Saône, vers Luré, Champagney, où est tué notre général, Diego Brosset, et Géromani. Le mauvais temps, le brouillard nous empêche, plus que le froid, d'effectuer régulièrement nos observations et nos réglages d'artillerie. À la mi-décembre 1944, notre division est retirée du front, une moitié devant se reposer, l'autre devant appuyer les FFI devant La Rochelle et Royan, mais le lendemain de Noël, nous sommes appelés de toute urgence pour défendre Strasbourg que les Américains sont prêts à abandonner et que les Allemands s'acharnent à vouloir reprendre. Nous menons de durs combats, durant les mois de janvier et de février 1945, entre Colmar, Sélestat, Strasbourg. En fin février, la division est relevée et envoyée dans les Alpes du Sud afin de chasser les Allemands qui s'accrochent à la frontière italienne, dans la montagne. Nos 10 Piper Cup, basés à Nice, partent tous les jours pour aider la division sur les sommets de Lotion et de Peracava. C'est donc à Nice que la fin de la guerre me surprend. Je pars aussitôt en permission à Hervaux. Depuis 1940, c'est la 3e fois. En octobre 1944, j'ai pu aller durant 2 jours embrasser ma mère, mon père, ma sœur. En janvier 1945, depuis l'Alsace, je suis venu une seule journée à Hervaux pour assister à l'enterrement de mon père. La division remonte dans la région parisienne. De mon Piper Cup, je participe au défilé au-dessus des Champs-Élysées. Au retour, avant d'aller nous poser à Issy-les-Moulineaux, nous passons l'un derrière l'autre, sous la tour Eiffel, ce qui est bien entendu strictement interdit. La guerre est donc terminée. Sans plus attendre, je rends visite à un colonel de réserve, polytechnicien, français libre de juin 1940, que j'ai rencontré plusieurs fois depuis mon arrivée en Angleterre, et je lui demande conseil pour mon avenir. Il se montre très franc et efficace. D'abord, ne reprenez pas vos études, vous n'en êtes pas capable. Par contre, présentez-vous rapidement à des chefs d'entreprise, surtout dans les sociétés pétrolières, car il y a dans ce secteur du travail pour 30 ans. Je vais ensuite saluer le maximum de mes camarades, particulièrement 4 observateurs du peloton de Piper Cup, détachés des batteries du régiment d'artillerie de la division et que j'ai conduits, à tour de rôle, au-dessus des lignes pour leurs observations et leurs réglages d'artillerie.
Jacques Pignot de la Roche, Charles de Testard, Robert Sauval, Pierre Simonet. Tous quatre sont des camarades de juin 1940 et ont participé comme artilleurs à tous les grands combats des Afrique, de Syrie, de Libye, de Tunisie, d'Italie et de France. Les trois derniers d'ailleurs ont été nommés compagnons de la Libération. Les mobilisés le 25 juin 1945, j'entre, le 1er juillet, dans une société pétrolière qui me propose de devenir rapidement cadre si j'accepte de m'expatrier. Je saisis cette occasion d'autant plus que je n'apprécie pas l'atmosphère qui règne en France. Je suis en effet étonné qu'après 5 ans d'effondrement, les trois principaux partis politiques pensent surtout à se partager ou se disputer le pouvoir. Au bout de 3 mois de stage, je suis nommé en Extrême-Orient. La société où je travaille me permet de louer un avion pour mes tournées commerciales, et j'ai la joie de me promener à 1000 mètres d'altitude, au-dessus de forêts immenses et de très belles régions. En 1954, alors que j'ai 31 ans, à l'occasion d'un banal accrochage de voiture, un matin à Nantes, je fais la connaissance d'une jeune fille adorable, qui se moque tout d'abord de moi avec à la fois beaucoup d'esprit et de gentillesse, parce que mon véhicule porte une immatriculation étrangère. Je la revois le lendemain, puis les jours suivants, et je suis aussitôt amoureux d'elle. Elle s'appelle Edith, je l'épouse et je l'emmène vivre à l'étranger durant plusieurs années. Rentré en France en 1963, je cesse tout pilotage d'avions de tourisme, mais parvenu à la retraite, de 1985 à 1990, j'ai le plaisir de construire dans notre maison à la campagne, un ULM avec une aile de deltaplane et un petit moteur de pulvérisateur agricole, et de rendre visite, en ULM, à des amis agriculteurs voisins. Un jour, en panne de moteur, je me pose sur le chemin d'une ferme appartenant à un agriculteur que je connais depuis l'école élémentaire et qui accourt. Je lui dis: « Tu vois, j'ai un ULM pour mes vieux jours. » Il me répond: « Tu n'as pas peur de les abréger ?» Depuis 1990, nous vivons, mon épouse Edith et moi-même, dans une maison de retraite, à Paris, et notre existence s'écoule paisiblement, dans l'affection de nos enfants et dans la pensée de notre fils qui nous a quittés, Cédric. Bien entendu, je repense souvent à ce que j'ai vécu entre juin 1940 et mai 1945. À cet égard, de plus en plus, je suis intimement persuadé que les résistances intérieures et extérieures ont livré le même combat. En effet, en Europe et en Asie, les dictatures ont occupé les pays qui les environnaient et ont imposé leur pouvoir par la terreur, ce qui a suscité une résistance de plus en plus forte. Des nations libres, menacées ou non, se sont armées pour combattre et renverser ces dictatures, et ont accueilli sur leur sol des résistants qui avaient fui les chaînes de leurs bourreaux. Pour les Français, il a été relativement facile, du 18 au 30 juin 1940, de rejoindre l'Angleterre. À partir du 1er juillet, la frontière est fermée. Se sont donc trouvés en Angleterre en été 1940 sur 600 aviateurs, 4000 marins, 3000 fantassins. Enfin 150 résistants, œuvrant en liaison avec les services de Gaulle, sont revenus ou restés en France. Par contre, en France même, après le 1er juillet 1940, il est particulièrement difficile de choisir d'entrer dans la résistance, à cause du gouvernement de Pétain, car cette décision signifie l'entrée dans une dissidence clandestine dont les chefs et les réseaux ne sont pas connus. Les risques de provocation et de dénonciation sont très importants. Il y a 2 ennemis, la police de Vichy et la Gestapo, en zone nord d'abord puis dans toute la France à partir du 11 novembre 1942. Ceux qui s'enfuient par l'Espagne rejoignent les uns Londres, les autres Alger, et ces derniers ne sont pas toujours satisfaits dans leurs aspirations au sein de l'armée d'armistice longtemps vichiste. Heureusement, en Tunisie, De Gaulle reçoit 5000 déserteurs qui quittent l'armée de Giraud. Ainsi, le 31 juillet 1943, les volontaires FFL venus de tous horizons sont 3500 aviateurs, 13 000 marins, 18 000 fantassins, 12 000 résistants travaillant dans des réseaux en liaison avec la France libre de Gaulle, 10 000, beaucoup plus en tenant compte des FTPF. Résistants travaillant dans des réseaux sans lien avec la France libre. La résistance intérieure liée à la France libre, passant de 150 à 12 000 personnes, n'a progressé que très lentement, au fur et à mesure que les espoirs naissent et que Vichy dévoile ouvertement sa politique de collaboration avec le nazisme. Face à la trahison de l'élite française, ne jugeons donc pas sévèrement ceux qui n'ont pas eu la chance d'opter rapidement pour le combat en faveur de la liberté. Le 8 mai 1945, l'armée française du gouvernement de la France compte 400 000 mobilisés,
c'est un général français qui reçoit la capitulation de l'armée nazie. Ainsi, tous ont aidé De Gaulle, ceux de l'été 1940 en constituant le fer de son glaive, ceux de juillet 1943 et ceux du Conseil national de la résistance présidé par Jean Moulin en forçant Roosevelt à reconnaître la représentativité de la France libre, ceux de 1944 à 1945 en paralysant la riposte allemande aux débarquements alliés, et en permettant à De Gaulle de sauver Strasbourg et à la France de participer à la victoire. André Otto. Un Français libre de la France combattant, mitrailleur dans le Bombay Command de la RAF. Je suis né à Tunis le 1er mai 1926, mais ma famille paternelle est originaire de Normandie. Plusieurs villages dans les environs de Dieppe portent notre nom. En fait, mon ancêtre, ouvrier paysan révolutionnaire en 1848, a dû s'exiler de Normandie pour s'installer en Algérie, à Philippeville, donnant le jour à mon trisaïeul en 1849 et travaillant dur comme ouvrier terrassier. Peu après 1870, mon trisaïeul a épousé une Alsacienne, dont les parents avaient fui l'occupation prussienne. Il a exercé la profession de postillon de la diligence qui effectuait le service entre Philippeville et Sétif. Son fils, mon arrière-grand-père, est devenu employé à la préfecture de Constantine. Mon grand-père, lui, a été maître d'hôtel sur le Chanzy, paquebot assurant le trafic entre l'Afrique du Nord et la France et qui a coulé en 1911. C'est au cours de ce naufrage que mon grand-père paternel est mort, 15 ans avant ma naissance. Ma grand-mère paternelle, originaire de Pfaffenhofen, lui a survécu jusque dans les années 1940. Je l'ai beaucoup connue et aimée. C'était un personnage extraordinaire de fantaisie, d'originalité, de dynamisme. Elle était venue à Tunis à la fin du XIXe siècle, où elle avait dirigé une compagnie de taxis et le cinéma Empire au centre-ville. Elle était aussi propriétaire d'un pavillon à Nice, sur la promenade des Anglais, où j'ai vécu près de 2 ans avec elle, en 1934 à 1936, sans compter les vacances d'été jusqu'en 1938. Elle a réussi à faire faillite, menant grande vie entre Tunis, Nice et Paris, mais elle m'a donné quelques-unes des plus belles heures de mon enfance, et je lui dois, je crois, mon dynamisme et mon amour de la vie. Je garde aussi de très vifs souvenirs de ma grand-mère maternelle, une ariégeoise née à Pamiers, excellente cuisinière, qui possédait un café-bar à Tunis, un commerce de spiritueux à Antibes et une ferme à Sijan, où je revois mon arrière-grand-mère, âgée de 98 ans, gavant ses oies sur lesquelles elle exerçait un ascendant stupéfiant puisqu'elle les commandait de la voix et du geste. Mon père est né en 1893 en Algérie, à Constantine, et il est arrivé à Tunis avec ses parents au tout début du XXe siècle. Comme sa mère dirigeait une société de taxi, il est devenu chauffeur dans cette compagnie puis à la résidence générale à partir des années 1920. Auparavant, durant la Première Guerre mondiale, il avait été grièvement blessé à la bataille de Longwy en 1915. Ma mère ne travaillait pas. Elle nous élevait avec une autorité trop efficace, mon frère né en 1927, ma sœur née en 1940 et moi. Nous habitions à Tunis, rue de Provence, à 2 pas de l'actuelle avenue Bourguiba et de la cathédrale. Mon père me faisait souvent visiter la résidence, et je me souviens très bien du résident général Manseron. J'ai même suivi grâce à mon père son voyage officiel dans la Sud tunisien vers 1936. Cela a été mon premier contact avec l'Afrique du Nord profonde, et ma prise de conscience de la réalité indigène, dont j'entendais parler parce que mon père, qui avait appris le berbère, communiquait beaucoup avec les ouvriers mécaniciens tunisiens de la résidence et parce que je jouais avec leurs enfants. Vers 1936, justement, accompagnant mon père à la Casbah de Tunis, j'ai assisté à une des premières grandes manifestations du néo-destour d'Habib Bourguiba. La place était noire de monde, et la foule criait des slogans réclamant l'égalité de traitement entre les Français et les Tunisiens et déjà, l'autonomie. Des groupes, plus audacieux, lançaient des projectiles contre le ministère des Finances, la présidence du Conseil, le fort de la Casbah. La troupe s'est avancée, et mon père m'a plaqué sur le sol à ses côtés. Les soldats ont d'abord tiré en l'air puis sur la foule. En quelques minutes, la place s'est vidée. Je me rappellerai de cette scène lorsque peu avant 1950, un de mes anciens camarades de lycée, tunisien et dont le père syndicaliste venait d'être arrêté, me dira « Ne te fais pas d'illusions André, vous êtes ici pour un temps seulement.
Tu as déjà vu un pigeon voler sans ailes? Eh bien, l'Algérie, c'est le corps du pigeon, la Tunisie et le Maroc, ce sont les ailes. Un jour, le pigeon volera seul. Je m'en souviendrai aussi, lorsque j'entendrai à l'ENA de Tunis, les cours du professeur Raymond Barre qui m'ouvriront définitivement les yeux sur les évolutions nécessaires. En 1936, en tout cas, j'effectue ma scolarité au lycée Carnot de Tunis. Comme je ne suis pas un élève particulièrement appliqué, au contraire, je passe pour être un sujet assez turbulent, on m'oriente, à partir de la classe de 5e, vers le collège technique le plus proche. En Europe, des événements importants se produisent, mais je ne m'en rends pas compte. Je suis cependant inquiet quand j'entends à la fin de l'été 1938, mon père, qui écoute chaque jour les informations sur un immense poste de TSF, dire à ma mère « Daladier vient de rentrer de Munich. Il ne faut se faire aucune illusion, la Seconde Guerre mondiale est proche. » Je suis d'autant plus frappé par cette phrase que mon père est un grand mutilé de la Première Guerre mondiale, et qu'un nouveau conflit m'apparaît d'avance comme quelque chose de terrible. Au collège, je vis au milieu de camarades de toute origine, français et tunisiens certes, mais aussi italiens, maltais, polonais, russes blancs, et aussi beaucoup de juifs. À l'automne 1939, la rentrée scolaire s'effectue normalement. J'ai 13 ans et je ne prends vraiment conscience de la guerre qu'à la fin du printemps 1940, tandis que les troupes allemandes avancent en France et que les Italiens bombardent Tunis. À partir de l'été 1940, en effet, la vie change à Tunis, sous l'autorité du résident général Mast, zélé serviteur de Vichy. Mon père ne travaille plus à la résidence générale, car il est devenu depuis 1939 patron d'un bac à Bizerte, et je suis donc élève au lycée Stéphane Pichon de Bizerte. Quand nous revenons à Tunis, à l'automne 1941, nous mesurons le changement. Dans les rues et les files d'attente devant les magasins, nous remarquons les uniformes des compagnons de France maréchalistes et des SOL fascisants. Les chemises noires italiens défilent en ville, le bras tendu, hurlant Tunisia Nostra. En face de chez nous, le quotidien mussolinien Union a installé son imprimerie. Des bagarres violentes éclatent entre Italiens fascistes et Corses patriotes. La chasse aux Juifs s'organise et des camps de détention s'ouvrent dans le sud tunisien. Tout bascule, le 11 novembre 1942. Les trimoteurs allemands survolent le nord de la Tunisie et déposent, à l'aéroport d'El Aouina, des hommes de troupes. En une semaine, 50 000 Allemands occupent le pays. À leur suite, des troupes italiennes débarquent également par bateau. L'administration, d'où les Français sont évincés, est assumée au niveau supérieur par les autorités allemandes, les Italiens étant cantonnés aux fonctions subalternes et les exerçant d'ailleurs avec plus ou moins de zèle. Ainsi, l'officier piémontais qui réside, avec sa famille, dans notre immeuble, au-dessus de notre appartement, ne se comporte pas du tout en occupant et cherche visiblement à entretenir les meilleures relations avec nous. Quelque temps après le débarquement des Allemands à Tunis, survient le premier bombardement anglo-américain sur le port. Ce jour-là, vers midi, avec mon frère cadet, je vais chercher mon père au port où il est magasinier du ministère de la Défense. Les avions surgissent et lâchent leurs bombes. Nous nous couchons à plat ventre près de l'immeuble de la Shell, au bas de la grande avenue qui traverse la ville, de la Médina au port. Les dégâts matériels sont importants mais il y a, heureusement, peu de victimes humaines. Cette action est une des étapes de la guerre désormais présente en Afrique du Nord. Les Anglais et les Américains combattent les Allemands dans le nord-ouest de la Tunisie. À Tunis même, des hommes et des femmes, des gaullistes ou des patriotes d'autres obédiences, s'activent en faveur des Alliés et du BCRA de Londres, notamment en transmettant aux Alliés des informations sur les forces militaires allemandes. Bien entendu, en cet hiver 1942 à 1943, alors que j'ai 16 ans et demi et que je suis en classe de seconde, j'ignore tout de cela. Un jour de fin janvier ou début février 1943, un de mes camarades du collège technique me dit « Est-ce que tu pourrais transporter du beurre allemand avec moi ?» Je comprends mal sa proposition, mais alléché par la perspective de récupérer du beurre qui fait cruellement défaut à la maison, j'accepte. La semaine suivante, il me remet 3 boîtes de conserve contenant du beurre et portant des inscriptions en allemand. Je dois les confier à un de nos professeurs qui le lendemain me restitue 2 boîtes, une pour mon camarade, une pour moi. Je rapporte triomphalement la boîte de beurre à ma mère qui prend assez mal la chose dans un premier temps. « Qu'est-ce que c'est que ce beurre ? Où as-tu encore volé ça ?
Notre petite activité hebdomadaire se poursuit jusqu'au 20 avril 1943. Ce matin-là, en effet, ma mère reçoit la visite de notre voisin, le capitaine italien, qui vient frapper à notre porte avec un air particulièrement inquiet. « Madame, votre fils est recherché par la Gestapo. Votre mari a été arrêté sur son lieu de travail, mais comme il est ancien combattant de 14 à 18 et grand mutilé de guerre, il a certainement peu à craindre. Par contre, pour votre fils, c'est grave. Dites-lui de venir me voir immédiatement dès qu'il rentre. » Je sors du collège à 11h, et quelques minutes plus tard, je suis à la maison. J'ai à peine le temps de poser mon cartable, que ma mère me prend à partie avec vigueur. « Qu'est-ce que tu as encore fait ? Tu es recherché par la Gestapo. Va tout de suite voir notre voisin, l'officier italien du 4e étage. » Je ne comprends pas ce qui arrive. J'ignore même ce qu'est la Gestapo, mais je grimpe 4 à 4 à l'étage supérieur. L'officier italien ne me laisse pas le loisir de lui poser des questions. « C'est très grave. Tu es recherché par la Gestapo avec tes 2 copains du collège. Ils viennent d'être arrêtés et risquent d'être fusillés. Maintenant, tu te caches toute la journée. Ce soir, je t'habille avec un uniforme de soldat italien et je te dépose sur la ligne de front, à Medjez El Bab. Tu rejoindras les troupes anglaises. C'est la seule solution. » Je me terre donc jusqu'au soir à la maison. À la tombée de la nuit, l'officier me fait revêtir un uniforme italien et m'emmène dans une Jeep Fiat. Nous roulons pendant près de 2 heures et arrivons à Medjez El Bab, à proximité du front. Nous contournons les lignes allemandes sans subir de contrôle, et en face de nous, nous devinons les lignes anglaises d'où partent les tirs d'artillerie. L'officier me dit alors, « Tu vois ces canons qui tirent là-bas, ce sont les Anglais. Il faut que tu y ailles ?» Il me laisse, sans autre commentaire. Je suis complètement effaré. Je n'ai, bien entendu, jamais vu le spectacle de la guerre. Je me terre dans un trou et j'attends. La nuit est une épreuve sans nom. J'entends les tirs des mitrailleuses et des canons qui se rapprochent, des avions qui survolent avec un bruit assourdissant, mon pauvre abri, et je suis seul. Au petit jour épuisé, je tombe dans une sorte de somnolence. Soudain, un objet, contre ma tempe, me fait sursauter. J'ouvre les yeux et je vois le canon du fusil d'un soldat britannique au-dessus de ma tête. Le soldat, d'origine indienne, regardant mon uniforme, me demande mon nom en italien, sans brutalité. Il me fait lever et me conduit jusqu'à une camionnette. Je suis désormais prisonnier des Anglais et considéré comme un jeune, d'autant plus jeune que je ne parais même pas mon âge, espion italien. On m'emmène jusqu'à un poste de police, dans les environs de Medjez El Bab, où un lieutenant anglais, sur ses épaulettes brillent des étoiles que je verrai quelques mois plus tard en Angleterre, m'interroge, en italien d'abord assez fraîchement. Je réponds en français, me contentant de décliner mon identité et indiquant que j'ai fui dans ce costume, parce que je suis recherché par la Gestapo. Je n'en dis pas plus. Je n'évoque pas l'aventure des boîtes de beurre allemands, d'une part parce que je n'ai pas encore compris que j'avais travaillé là pour un service de renseignement allié, et d'autre part parce que je me souviens alors de ce que mon père m'avait dit auparavant à propos de ce qu'il avait vécu durant la guerre de 1914 à 1918. À la guerre, quand tu es fait prisonnier, tu donnes ton identité et tu ne dis rien de plus. L'officier de l'intelligence service continue son interrogatoire en italien, espérant peut-être me piéger. Au bout d'une heure, il devient plus détendu, soit par bienveillance effective, soit pour me faire parler enfin. À la fin de la matinée, il lâche une phrase. « Il doit y avoir un peu de vérité dans ce que tu dis. » On me conduit alors dans une première prison où on me traite et me nourrit très correctement, puis je suis avec le corps de troupes anglais, l'avancée du front. Les Allemands refluent vers le nord-ouest de la Tunisie. Ils seront bientôt 25 000 prisonniers dans le Cap Bon. Le 7 mai 1943, Tunis est libérée. Mes geôliers anglais m'indiquent qu'ils vont prendre contact avec ma famille, ce qu'ils ne font pas, et je le saurai plus tard par ma mère. En réalité, ils se contentent de vérifier mon identité à la mairie de Tunis. Le 15 mai 1943, me voici libre à mon tour. Mon père a été libéré lors de l'arrivée des Alliés à Tunis. L'officier de l'intelligence service me questionne, en français cette fois. « Tu es libre maintenant. Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu rentres chez toi ou tu as une autre perspective ? » Une sorte d'instinct me pousse à répondre immédiatement. En l'espace de ces 3 semaines où j'ai quitté ma famille, j'ai mouru,
Je suis devenu moi-même libre, indépendant. Ma mère ne pèse plus sur moi et j'ai désormais envie de lui échapper complètement. Par ailleurs, en 1933 à 1934, lors d'un séjour chez ma grand-mère maternelle à Antibes, j'avais visité la base d'hydravion du Fort Carré. J'avais alors pu parler avec des mécaniciens et même recevoir mon baptême de l'air sur un appareil nommé le Ville de Tunis, ce qui était un augure particulièrement fort. Je regarde donc l'officier anglais dans les yeux et sans hésiter je dis « Je voudrais entrer dans l'aviation. » « Vraiment ? » »« Oui, vraiment. » »« Alors cela tombe bien. En Angleterre en ce moment avec la guerre nous avons besoin de personnel navigant. Mais tu ne peux pas entrer ainsi dans la RAF. Il faut que tu t'engages par l'intermédiaire de l'armée de l'air française. Je vais t'envoyer à Alger, auprès de l'aviation française. L'officier anglais me remet 2 billets de 5 francs et me fait conduire en voiture à Tabarka à la frontière algéro-tunisienne. Là, je monte dans un train de marchandises, et après 36 heures de voyage effectué dans un wagon à bestiaux, j'arrive à Alger. De la gare, je me rends à pied à la caserne de l'armée de l'air, et ne doutant de rien, je demande à être engagé. L'officier recruteur s'exclame « Tu veux t'engager, mais il m'est impossible de te faire signer ton engagement, tu viens d'avoir 17 ans. Pour obtenir une dérogation, il me faut l'accord de tes parents. Je vais leur télégraphier. » Mon père, patriote et républicain convaincu, donne son accord aussitôt, et le 26 juin 1943, je signe, pour la durée de la guerre, un engagement volontaire dans les forces aériennes libres de la France combattante. Cependant, et le fait est significatif, le contrat d'engagement porte le tampon de l'État français de Vichy. Perversité d'un officier demeuré vichiste, car au sein même de ce qui est désormais l'aviation de la France combattante, bon nombre de gradés, issus de l'armée d'armistice, restent alors violemment hostiles au général de Gaulle et au noyau des Français libres. J'aurai d'ailleurs l'occasion de le vérifier en Angleterre même quelques mois plus tard. Me voici donc à Blida, en fin juin 1943, pour y faire mes classes, les gestes du rituel militaire, la marche au pas, le maniement du fusil Lebel et de la mitrailleuse lourde. En août, avec une 50aine d'autres volontaires, je suis envoyé à Casablanca au centre de formation des personnels navigants. J'adresse une première lettre à mes parents, et je suis une préparation pour le départ en Angleterre, cours élémentaire de langue anglaise, test d'hiver. Je fais surtout la connaissance d'un officier supérieur qui me prend en sympathie et me dit un jour « Je vais te faire connaître l'Afrique ». Il obtient en effet de ma hiérarchie que je l'accompagne lors de différentes missions au cours desquelles il doit convoyer des cadres de la France combattante. Je visite successivement Agadir, Dakar, Bamako, Thiès, à 2 pas de Tombouctou, et chance qui me comble, je navigue sur Wellington bimoteur. J'apprendrai plus tard, hélas, que cet officier a été abattu avec son avion au-dessus de l'Allemagne, en 1944 à 1945. Je crois d'ailleurs qu'il avait appartenu au groupe Lorraine aux côtés de Pierre Mendès France. En décembre 1943, nous quittons Casablanca pour regagner Alger en train, puis nous embarquons pour l'Angleterre. Je ne ressens pas d'émotion particulière. J'observe avec passion ce qui se passe autour de moi. Je me préoccupe d'apprendre, de m'initier à des technologies nouvelles pour moi. Nous naviguons en convoi. Nous franchissons le détroit de Gibraltar et nous éloignons des côtes, gagnant le large dans l'Atlantique. Nous essuyons cependant les attaques de sous-marins allemands et d'avions Messerschmitt. Le 4 janvier 1944, nous débarquons au nord de Glasgow dans le port de Greenock. Nous sommes une centaine de Frenchies venus d'Afrique du Nord et l'hiver nous surprend, il fait 10 degrés. On nous dirige immédiatement à la base de West Kirby, à proximité de Liverpool, où durant une semaine, nous sommes littéralement prisonniers de l'intelligence service qui nous fait subir les interrogatoires réservés à de véritables espions. Assez calme par nature, je reste maître de mes nerfs. En début février 1944, nous prenons le train pour le Yorkshire et la base de Philae. Nous sommes désormais 120, nous destinant à l'aviation et à la marine, et les vraies difficultés commencent. D'abord nous souffrons du froid. Par moins 10 degrés nous nous exerçons torse nu sur les plages, affrontant les vents et les embruns. Par ailleurs nous mesurons enfin la rigueur extrême de la discipline anglaise. En fait, nos cadres veulent nous donner une intense préparation psychologique, et nous entraînent à être prisonniers dans des camps allemands, où la Convention de Genève ne sera pas nécessairement observée et d'où les aviateurs alliés doivent d'abord chercher à s'évader.
Nous suivons également des cours de conversation et de langue anglaise technique. À partir de début mai 1944, à Newcastle-upon-Tyne, dans le Northumberland, nous recevons un entraînement sur des bimoteurs Hanson. Ce stage est véritablement ardu. Nous nous préparons à affronter des conditions extrêmes, à concentrer notre attention sur nos tirs, à maîtriser parfaitement un appareil, et à assumer, suivant les opérations, la double fonction de subordination et de commandement de bord. Après le 30 juin 1944, nous sommes à Lossiemouth, au nord de l'Écosse, où nous nous initions au Vickers Wellington, bombardier classique. Les équipages se constituent alors, sous l'autorité des Britanniques, et j'ai l'amertume de constater que bon nombre d'aviateurs français professionnels sont d'anciens vichistes qui refusent le commandement et même l'action commune avec les Français libres. Ainsi, le commandant de l'équipage où je dois être intégré, un homme de 35 ans, refuse de me prendre avec lui parce que je suis un Français libre. Les responsables anglais me défendent en vain. Le sergent Otto est le major de sa promotion. C'est un excellent aviateur et il est parfaitement structuré au point de vue mental. Finalement, j'intègre un autre équipage dont le commandant, un Antillais, est très heureux de m'accueillir. Le 30 août 1944, à Rufforth, dans le Yorkshire, je fais connaissance avec l'appareil sur lequel je vais servir, le bombardier lourd Halifax. Un quadrimoteur pesant 37 tonnes en charge, capable de transporter 6 tonnes de bombes, avec un équipage de 7 membres assisté par tout un ensemble de techniciens, radio, météo, radar, électriciens. Je suis mitrailleur supérieur, sous la tourelle qui émerge du fuselage. En fin décembre 1944, nous rejoignons enfin la base opérationnelle d'Elvington, dans le Yorkshire. L'épreuve du feu est là, désormais, puisque nous partons en opération en mars 1945. Nous mesurons la gravité de notre rôle et le danger de notre action, lorsque pour la première fois, nous ne voyons pas revenir les avions des camarades aux côtés desquels nous avons été formés. Nous constituons le groupe Guyenne 223e, montant des bombardiers lourds Halifax sur le fuselage et le nez desquels la RAF a accepté que figurent le sigle tricolore et la croix de Lorraine. Les journées qui précèdent chaque mission sont très dures. Le niveau de tension et d'angoisse est à son maximum. 3 heures avant le départ, a lieu un briefing où des consignes extrêmement précises sont données. L'exécution des multiples tâches que nous devons accomplir à bord ainsi que la cohésion absolue de l'équipage, qui s'est rodée depuis plusieurs mois, permettent non pas de dépasser mais de supporter l'angoisse. Les Anglais, d'ailleurs, ne laissent rien au hasard. Nous avons reçu une formation de parachutistes, bien entendu, et une préparation psychologique. Nous sommes équipés chacun d'une boussole, d'un sifflet et d'une boîte de survie nous permettant de tenir en principe une semaine. Surtout, nous savons qu'il faut vaincre maintenant, faute de quoi, la guerre risque d'être perdue pour longtemps. Je le comprends personnellement d'autant mieux qu'en janvier 1944, j'ai vu à Londres l'effet produit par les fameuses V1 puis quelques mois plus tard, en juillet, par les premières V2. Vient l'instant du départ. Je n'ai pas encore 19 ans et je tremble comme une feuille, mais je me mets aussitôt à l'œuvre et je veille à ne pas communiquer mon angoisse aux autres. L'énorme stream d'avions, entre 300 et 969 unités, décolle, et chaque appareil doit voler à une hauteur et une vitesse déterminée, faute de quoi il provoque ou subit une collision. Ainsi, notre antenne arrière est un jour sectionnée par un autre appareil. Nous effectuons 2 types d'opérations, et d'abord en décembre 1944 sur Poitiers, Bordeaux et Lyon, 3 missions de diversion particulièrement dangereuses parce que la chasse allemande se mobilise sur nous et parce que les intempéries en elles-mêmes peuvent être fatales. Ainsi, lors de notre retour de la mission sur Poitiers, nous devons descendre de 1000 mètres car en altitude, nous n'avançons qu'à 50 km à L'/heure, faisant face à un vent de 450 km/h. En mars et avril 1945, nous assurons 5 missions de bombardement réel sur les îles Heligoland, face à la Norvège, avec 969 appareils, et je vois là l'appareil d'un de mes camarades, sectionné en 2 par un obus, plongé en vrille dans un nuage de flammes, sur les îles Wengerooge, face au Danemark, avec 482 appareils, sur L', avant-port de Hambourg, 327 appareils, sur Hambourg même, 440 appareils, et sur Nuremberg, 183 appareils. Cette avant-dernière mission dure 8h30, et elle est terrible. Les tirs de la DCA et de 10 chasseurs allemands se concentrent sur nous.
Le sommet de la tourelle supérieure qui m'abrite avec ma mitrailleuse est traversé par un éclat d'obus et je ne m'en aperçois même pas durant le vol. À l'atterrissage, nous ne comptons pas moins de 280 points d'impact sur notre appareil. Au retour de chacune de nos missions, à la base d'Elvington, nous subissons une séance de débriefing. Nous devons rendre compte de l'efficacité de notre action. Le bombardier lui-même, couché sur le plancher de l'appareil, a pris des clichés relativement aux objectifs fixés et formulé les observations que nous avons pu faire en cours de vol. Le verre de rhum qui clôt la mission est donc bien mérité. Après le 8 mai 1945, nous restons sur place jusqu'en septembre, et nous effectuons de nombreux vols au-dessus de l'Allemagne et des objectifs que nous avons bombardés, mais seulement, désormais, pour informer le personnel au sol des destructions du potentiel de guerre allemand. Je rentre en France le 20 octobre 1945 et je suis démobilisé, le 29 janvier 1946, avec le grade de sergent-chef. Je regagne, en 1947, la Tunisie pour exercer la profession de dessinateur puis d'ingénieur TPE dans les services de l'équipement. En 1954, Pierre Mendès France me désigne pour participer aux commissions franco-tunisiennes chargées de régler l'intégration dans le cadre métropolitain, des fonctionnaires de la Tunisie qui, après l'autonomie interne, accèdent à la pleine souveraineté. En 1958, je suis affecté au ministère des Travaux publics, dans la région parisienne où j'ai la joie de participer, au titre d'ingénieur divisionnaire TPE, à la construction des grands ouvrages d'art qui desservent la capitale et son environnement immédiat. Depuis 1991, libéré de toute obligation professionnelle, je peux me consacrer, entre autres, au devoir de mémoire, et cela par différentes voies, prononçant des conférences, publiant des articles et des livres, assumant des responsabilités de premier plan, notamment dans les associations de la France libre et au Centre régional d'histoire de la résistance et de la déportation du Languedoc-Roussillon. Robert Piat. Souvenirs sur la résistance et la déportation, de Clermont-Ferrand à Mauthausen, 2008. Je suis né en 1921 à La Réunion, où mon père était consul de Grande-Bretagne. Il était lui-même issu d'une famille établie à Maurice, précédemment dénommée l'Île-de-France, depuis 1768, année de l'arrivée de notre aïeul, originaire de Fontainebleau. Je quitte mon île natale à la mi-septembre 1938, après avoir passé mon baccalauréat de philosophie, et je m'inscris à la faculté des lettres de l'Université de Strasbourg pour y préparer une licence d'histoire et géographie. Je suis, pendant la première année, les cours de mes 2 maîtres. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.